Ok, alors j'aimerais bien qu'on aborde un autre sujet. C'est plutôt les étapes du soin. C'est-à-dire que, en y réfléchissant, en préparant, je me suis dit, d'une certaine manière, le soin, il y a une réelle analogie avec les autres souffrances. C'est-à-dire pas seulement la souffrance physique et la souffrance que vous pouvez soigner au cabinet. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, mon sentiment, c'est que les étapes, elles sont conscience de la douleur, donc d'abord douleur physique, puis acceptation déjà de cette douleur physique et de la souffrance qui va avec. C'est-à-dire quelque chose ne fonctionne pas et donc Oui. je souffre, j'accepte déjà que je souffre, je Il y a- conscientise il y a- ça. attendez, dans souffrance, il y a douleur qui est physique et souffrance qui peut être émotionnelle. Ouais, si on fait une mini aparté, c'est exactement ce qui se passe en psychologie. Oui. C'est-à-dire on peut souffrir, on peut avoir la douleur Ouais. et ne pas en souffrir mentalement de cette douleur. Et puis il y a des gens qui en souffrent, qui souffrent de la douleur et puis qui en plus souffrent mentalement de souffrir physiquement. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Et alors, donc, une fois qu'il y a ça, une fois que ça a accepté, j'ai l'impression qu'on travaille sur les symptômes. Et une Ouais. fois qu'on a commencé à travailler sur les symptômes, quand on fait un travail sur la maturité émotionnelle qu'on évoquait déjà, là, on peut commencer à travailler sur les causes, enfin, à identifier les causes et après travailler sur les causes. Ouais. Est-ce que c'est le schéma que vous Si, avez en tête ou c'est pas ça? si, parce que de toute façon, la première demande des patients, c'est de plus avoir mal. Et ça a été pour moi très déstabilisant. Quand j'étais kiné, je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande, on traite la douleur. Je me suis dit, merde, on nous a pas, on n'est pas formé à ça. Le traitement de la douleur, c'est en plus, c'est soulager. Vous êtes formé à réparer un mécanisme mécanique qui fonctionne pas. Ben, on nous apprend la biomécanique, on nous apprend le corps, on nous apprend plein de choses, que ce soit en kiné, en ostéo. On nous apprend pas à faire de l'antalgique. L'antalgique, c'est en plus. C'est pour ça qu'il y a des médicaments, c'est pour ça qu'il y a des cataplasmes, mais c'est pas la base de notre métier. Donc oui, on se rend compte que en fait, ce que les gens veulent, c'est ne plus avoir mal. Donc ma première réponse, c'est oui, je vais traiter la douleur et après on fait toutes les étapes. Mais quelque chose que j'ai appris avec les années, c'est que je demande à la personne qu'est-ce qu'elle attend de moi. Ça va plus vite. Parce que parfois je donnais beaucoup trop aux patients et c'est moi qui ai été déstabilisée. Donc la personne qui veut juste s'arrêter au traitement de la douleur, on s'arrête au traitement de la douleur. Oui, parce que du coup, si je reprends ce que vous dites et que je le schématise pour les gens qui vont écouter, si vous êtes sur, je vais l'amener à travailler sur les causes et que lui veut juste ne plus avoir mal, vous voulez pousser le curseur jusqu'au bout, alors que lui, en fait, il n'en est pas là. Ouais. Dans son développement, dans son attente. Exactement. Donc j'ai dû, et on doit, c'est pas j'ai dû, tout le monde doit apprendre à s'adapter à ça dans le soin. Mais effectivement, sinon ça suit plus ou moins cette trame, parce que l'idée c'est quand même d'être dans le préventif, c'est que l'idée que les gens se prennent en charge tout seuls. Alors on répond à la demande du manque de soignants alors qu'on est très nombreux, mais surtout dans le préventif et dans la prise en charge autonome. Quand vous savez vous prendre en charge, quand vous savez que c'est une douleur inflammatoire, quand vous savez que c'est juste un tiraillement, vous n'avez plus besoin de consulter. Vous consulterez, mais plus dans l'urgence, plus en étant paniqué, plus en ayant peur qu'il y ait une catastrophe, que la dent va se tomber ou autre. Donc effectivement, on répond à la demande et après on va beaucoup plus loin pour que le patient puisse d'une manière autonome fonctionner dans la vie et avancer dans sa vie avec des douleurs, des gènes, sans être dans la souffrance et sans être dans le mal absolu. Mais ça, on est d'accord, c'est quand même un patient qui est déjà très avancé dans l'acceptation, dans la gestion de ses problématiques personnelles, C'est vrai. etc., etc. Mais en fait, le patient, on se rend compte, je sais tout de suite quel patient je vais revoir et lequel que je ne reverrai pas, que ce soit en kiné ou en ostéo. Donc je sais d'avance, quand je le vois, qui je vais pouvoir ramener plus loin et qui va rester à ce stade-là. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un à s'ouvrir, je l'ai fait, on l'a tous essayé, on s'est cassé les dents. Donc ça, c'est la maturité que prend la personne dans la vie. J'ai eu un patient il n'y a pas longtemps qui m'a dit, quand je vous ai consulté la première fois, vous m'avez donné plein d'informations et à chaque fois que je revenais, j'étais toujours à vous redemander et vous m'avez dit, un jour vous comprendrez. Oui, parce que je n'arrivais plus à expliquer malgré tous les mots. Et il m'a dit, ça y est, j'ai compris, j'ai ressenti. En fait, j'étais prêt à sentir. Donc, toute la réponse qu'il voulait, il aura fallu presque 1 an et demi pour que lui comprenne ce qu'il fallait et pas juste que je lui donne des réponses. Il les entendait, mais en tout cas, il ne pouvait pas y mettre une information réelle. C'était des mots, mais ça ne lui parlait pas. Et je pouvais lui donner tous les mots, tous les exemples, toutes les techniques, tous les exercices. Ça ne lui parlait pas. Il m'a fallu ce temps-là. J'ai dit, ce temps, aujourd'hui, moi, en tant que thérapeute, je peux l'accepter. Quand j'ai commencé, je voulais tellement aider les gens que je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas. Ce temps, c'est peut-être la relativité un des meilleurs exemples de la relativité du temps. C'est-à-dire on n'est pas toujours au même temps que les autres. Et ça, c'est un des sujets d'acceptation. On doit accepter que chacun va à son rythme. Oui, la relativité avec le temps, l'acceptation, ça prend du temps. Et par chance, les gens commencent à modifier ce modèle
d'instantanéité. J'ai travaillé dans les quartiers d'affaires à Boulogne et j'ai été effarée de les voir arriver avec des ordinateurs, de les voir arriver avec leur BlackBerry, parce qu'à l'époque c'était le BlackBerry, de jamais s'arrêter. Et moi je devais répondre à leurs demandes, mais il n'y avait pas de temps, mais il n'y avait déjà même pas de temps pour le soin. J'ai quitté ces quartiers, je ne supportais plus ça. Et aujourd'hui, en fait, partout, on assiste à ce changement où les gens acceptent le temps, veulent du temps, mais pas juste du temps pour chiller et boire un apéro. Ce temps pour construire, ce temps pour accepter, ce temps pour laisser construire. Et là, on revient vraiment à ce que disaient les anciens avec de la sagesse, il faut laisser du temps au temps. Et puis du temps pour aussi leur vie intime, Oui. pour leur corps. Peut-être que le confinement a changé quelque chose aussi sur ce sujet. On a passé beaucoup de temps avec soi, avec nos proches, à la maison. Et le rapport au travail, c'est peut-être un peu inversé aussi. Oui, ils sont moins esclaves du travail. En tout cas, ils ne veulent plus l'être. Et du coup, ils s'accordent plus de temps. Et en s'accordant du temps, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Et en même temps, ils se rendent compte que c'est lent. Et quand ils acceptent que c'est lent, il y a cette notion progressive que ça ne changera pas du jour au lendemain. Là où la médecine actuelle avait donné une instantanéité. On répondait instantanément. Amazon donne l'instantanéité. Sauf que ce soit en psychanalyse, en psychologie, en kiné, en ostéo, c'est pas ça. On remet sur des rails et les gens nourrissent à l'intérieur et physiquement. Et ça se construit, comme on construit une maison. Et ça, les gens sont plus prêts à l'accepter. Et à l'époque, les gens ne l'acceptaient pas. J'ai quitté Boulogne il y a 9 ans. Alors, un des sujets aussi qui est intéressant, c'est sur les étapes du soin. Moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un vient dans votre cabinet, c'est parce que déjà, il a accepté qu'en tout cas, il voulait au moins se débarrasser de la douleur. C'est déjà une première étape, c'est-à-dire le fait de venir et d'accepter. Il y a plein de gens, quand ils ont mal, ils prennent des antidouleurs et ils ne consultent jamais. Là, le fait de venir et donc d'accepter déjà la douleur, c'est déjà, j'imagine, la mini première étape. Mais après, à votre avis, où est-ce que ça bloque en général ? Est-ce que c'est on soigne la douleur, mais par contre prendre conscience que la douleur elle est liée à autre chose, elle est liée à un mode de vie, elle est liée à... C'est là que ça bloque ou c'est ensuite le fait de travailler sur les causes ? Ça, c'est un autre grand blocage. Alors, je vais reprendre dès le départ. Les gens, quand ils viennent en ostéo, oui, ils ont déjà fait un travail. Les gens, quand ils viennent en kiné, non. Pendant des années, la kiné, c'était ce qui permettait aux médecins de décharger quand ils ne pouvaient plus. Les gens ne consultaient pas tant que ça chez les psys, les gens ne prenaient pas le temps tant que ça. Par contre, ils allaient chez le kiné. Et le kiné gérait tout. Mais je n'avais pas l'impression que les gens se prenaient en charge. Alors, je ne dis pas, quand vous avez une fracture, une entorse, les gens se prennent en charge. Mais souvent, les gens venaient, ils avaient une séance de kiné, vous leur demandiez ce qu'ils avaient, ils ont dit j'ai mal, ils répondent j'ai mal. Et souvent, ils refusaient les exercices, ils voulaient être massés, ils voulaient être pris en charge. Pour moi, ça, c'est un signe qu'on n'a pas accepté d'être soigné. On veut juste être pris en charge, on veut être choyé, on veut être coucouné. Les gens qui venaient et qui voulaient vraiment, souvent, c'est parce qu'ils avaient des blessures, quelque chose de très concret. Et ils se donnent les moyens. Ouais, ils acceptaient seulement d'être réparés, mais pas de prendre en main leur vie. Exactement. Ouais. Ça, c'est une vraie évolution sociale quand même. C'est une vraie évolution. Et quand j'ai arrêté la kiné, il y avait aussi ce problème-là. Je me suis rendu compte qu'en ostéo, les gens prennent beaucoup plus leur vie en main. Et pour moi, en tant que soignant, ça me décharge d'un poids énorme. Parce que vous êtes sur le long terme. L'ostéo, on ne vous voit pas toutes les semaines en ostéo. Exactement. Non, je peux voir des gens toutes les semaines s'ils me le demandent. Mais c'est toujours pareil. Où on place le deal ? Une personne qui a eu, je vais vous prendre un exemple, une fracture traumatisante et qui me dit je veux vous voir toutes les semaines pendant 3 mois parce que ça va accompagner mes soins de kiné en rééducation, parce que ça permet de travailler ça, ça et ça. Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, une personne qui vient toutes les semaines parce qu'elle n'a pas envie d'aller faire de la gym, ça m'embête un peu plus. Oui, c'est pas le sujet. Voilà. Non mais, vous voyez, je peux voir des gens toutes les semaines, je peux voir des gens tous les mois, ça dépend du métier, ça dépend de ce qu'ils attendent. S'ils sont sur un moment de vie où ils sont hyper stressés, on est là pour les accompagner, on est là pour remettre le corps sur des rails, apaiser le système nerveux. Mais on n'est pas là pour juste, comme ça, pour passer le temps. Pour porter. Ouais. Alors, il y a un sujet, à mon avis, qui est intéressant aussi, qui est peu évoqué, j'ai l'impression, dans les podcasts. C'est, alors, à l'heure actuelle, alors qu'on a des burn-out partout autour de nous, c'est un peu le mot à la mode parce que c'est pas une dépression et que du coup, on met pas un gros mot sur un moment traumatique. Est-ce que, du coup, vous êtes très attentive aux signaux corporels qui, à votre avis, sont des alertes de mal-être beaucoup plus profond, de mal-être psychique, qui peuvent amener, du coup, à des événements comme un burn-out ? Et si oui, lesquels ? À quoi on doit être attentif ? Alors,
C'est compliqué parce que je pense que moi aussi j'en ai fait des burn-out, mais on ne s'écoutait pas à l'époque. Puis encore moins en tant que soignant, justement, avec ce syndrome du sauveur. Et aujourd'hui, c'est un mot à la mode parce qu'aujourd'hui, les gens expriment le mal-être, ce qu'on ne s'autorisait pas. Vous avez des hommes ou des femmes qui sont en larmes, qui explosent, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui n'arrivent plus à bouger, qui comprennent pas, qui n'ont rien demandé, qui comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a des signes physiques. Les plus fréquents, ça sera des signes qui vont se rapprocher de l'angoisse, avec des oppressions thoraciques où on sait que la personne est déjà très avancée, des palpitations, des épuisements incompréhensibles, des non-envies. Donc là, la perte de désir. Mais bizarrement, dans ces burn-out, vous avez ce refus de lâcher. Cette peur d'être jugé, cette peur de perdre son travail, cette peur de passer pour un fainéant. Et c'est là où vous trouvez les vrais burn-out, c'est ces gens qui sont entre deux. Parce que les gens qui mettent le mot vont très vite être suivis. Et vont se prendre en main parce qu'ils n'ont pas honte de ce qui se passe, ou ils n'ont pas peur de ce qui se passe, ils n'ont pas peur des conséquences. Ou alors ils sont très bien entourés. Puis il y a tous ceux qui sont mal entourés, qui ont peur du jugement ou qui se voulaient invincibles. Eux, il faut petit à petit leur faire prendre conscience que le corps va lâcher et ça sera plus des angoisses et ça sera plus des vertiges, ça sera plus de la perte du désir. C'est qu'à un moment, on va arriver à une vraie maladie qui va être une sclérose en plaques, qui va être un cancer, qui va être des trucs très lourds qui prendront 3 ans, 4 ans, parfois ils y passeront. Et ça, il faut leur ramener tout doucement. Ouais, donc ce que vous dites, c'est que si je comprends bien, c'est que c'est pas la dépression, le burn-out. La dépression, c'est autre chose, c'est une maladie, ça dure des années, généralement on n'en guérit pas, on vit avec. Là, d'une certaine manière, il y a un refus d'accepter sa souffrance qui fait qu'on vit un épisode de burn-out, qui a des symptômes de dépression, mais qui n'est pas tout à fait une dépression. Alors, c'est marrant, on va en parler aussi tout à l'heure, ce que vous disiez sur le fait que le burn-out, le stress, tous les traumas sont aussi des causes, ou en tout cas des syndromes révélateurs de maladies. Donc ça, on en parle de plus en plus. En fait, c'était ma transition. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent, j'écoutais un podcast l'autre jour là-dessus, qui évoquait exactement ça, c'est-à-dire des gens qui ont des traumatismes graves pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, etc. Et puis qui, à l'âge 30 ans, 35 ans, se retrouvent avec des maladies et finalement se rendent compte que peut-être c'est ces traumas qui ont libéré ces maladies. On a déjà eu cette conversation, je pense, une bonne centaine de fois sur qu'est-ce qui est de l'œuf ou de la poule, le premier. Récemment, j'ai lu un bouquin sur la résilience et à l'état actuel de connaissance, ce qui semble être juste, parce que j'ai pas envie de dire vrai, c'est qu'il y a un traumatisme dans l'enfance. Et alors c'est intéressant parce que l'exemple qui est pris dans le livre, enfin il y a plusieurs exemples, mais un exemple qui est pris sur une fratrie, il y a un événement traumatique chez un type, parce qu'ils sont vraiment plus 6 ou 7 enfants, mais il y a 3 cas. Un premier cas où le traumatisme n'imprime pas dans la psyché, c'est-à-dire qu'il y a un traumatisme vécu mais qui ne se transforme pas en traumatisme psychologique. Il y a un deuxième cas où le traumatisme se transforme en traumatisme psychologique, mais il y a une réaction de résilience de la part de l'enfant. Puis il y a un troisième cas qui est peut-être le plus grave, c'est il y a un traumatisme qui imprime dans la psyché, et là en revanche, il n'y a pas de répondant et la personne ne trouve pas les ressources. Et c'est là où il y a le mystère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont les gens qui sont résilients et qu'est-ce qui manque à ceux qui ne le sont pas. Donc je vais évacuer tout de suite la question de savoir s'il y a des gens qui sont résilients et d'autres non. A priori, effectivement, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais alors du coup, ma question c'était, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ceux qui ne le sont pas? Parce qu'on a déjà évoqué ça un petit peu, mais l'une des premières étapes pour guérir, c'est d'accepter, c'est de prendre en main sa maladie ou sa souffrance ou sa douleur, même juste physique. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas de résilience? Pas de résilience? Tout le monde a de la résilience. C'est qu'ils ont mal été guidés, mal orientés, mal accompagnés, pas entendus. Moi, j'ai été, personnellement, la résilience, elle est arrivée hyper tard dans mes problèmes dans l'enfance, qui ont imprimé des maladies, qui n'ont pas été soignés, suivis comme il faudrait.
Et effectivement, ça s'est déclaré quand j'ai commencé à travailler, en libéral en plus. Et c'est là où mon chemin s'est mis en place. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus alertés par ça, parce qu'il y a des podcasts, parce qu'il y a des écrits, parce que les gens communiquent, parce qu'il n'y a plus de tabou. Je pense que tout le monde a de la résilience. Par contre, la vitesse de résiliation n'est pas la même. Et je sais pas, il faut vivre. Je peux juste dire qu'il faut vivre et que la vie abîme, mais la vie répare. Et que j'ai mon premier collègue qui disait cette phrase, je la transforme un peu, mais la queue de Mickey, elle passe devant tout le monde, il suffit de l'attraper au passage. Sous-entendu, tout le monde a la chance. À un moment, il faut juste saisir les opportunités. Et une personne qui a eu des souffrances, qui se sont imprimées, ne les voit pas, ces opportunités. Et puis un jour, elle décide qu'elle va peut-être les voir, qu'elle va arrêter. Parce que ces personnes qui n'arrivent pas à résilier ou qui n'ont pas été bien accompagnées, ils sont dans un cycle merdique. Il leur arrive que des emmerdes. Et c'est successif, sans fin. Et du coup, ils sont abattus. J'ai mon ancienne colocataire qui était comme ça. Puis un jour, ça a changé, mais je crois que ça a changé parce qu'elle s'est retrouvée seule. Donc souvent, il y a un événement qui fait qu'on va trouver la ressource. Alors qu'on peut tout donner à ces gens, ils auront l'impression qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour remonter. Je ne sais pas comment dire. Là, on revient au sujet qu'on a déjà évoqué et que je voulais évoquer après, c'est la maturité émotionnelle. Oui, mais l'un des sujets. Oui. Pardon, l'un des sujets de la maturité émotionnelle, c'est de comprendre qu'on n'est pas le centre du monde et donc que notre souffrance n'est pas le centre du monde non plus et que l'aide, elle doit passer par les autres, mais pas seulement, elle doit passer par nous. C'est pour ça que je pense qu'à un moment, quand on est seul, parce que les gens, quand vous avez eu ces étapes de vie qui sont compliquées, vous allez trouver des amis, des conjoints, même des gens dans l'espace professionnel qui vont vous accompagner, sauf qu'ils vont en avoir marre de la fatigue que vous véhiculez, de la tristesse que vous véhiculez, de la lourdeur que vous véhiculez, et les gens se détachent. Mais aussi parce que, alors du coup j'en profite, je saute sur l'occasion, mais parce que c'est pas leur rôle, et peut-être on peut le dire aussi ici. Mais alors c'est le rôle de qui ? C'est notre rôle à nous. Exactement. Voilà, c'est ça, de nous prendre en main. Et vous le voyez, il n'y a pas de mystère là-dessus. Moi, j'ai eu un épisode dépressif assez long. Je suis assez surpris et admiratif de mes amis qui sont restés pendant ce temps-là, parce que moi, je me vois pas, je me souviens pas, mais ça devait être difficile. Mais quand vous allez mal, tout va mal, tout est noir, etc., etc. Et le switch qui s'opère à l'intérieur de vous quand vous vous prenez en main, etc., fait que elle vient de là, la solution. Et après, les autres, ils peuvent vous apporter ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un médecin peut vous apporter une partie de la solution, un kiné une partie de la solution, un psy une partie de la solution, etc., etc. Mais vous êtes la clé ? on est chacun à la clé. Et puis aussi, il faut démystifier, à mon avis, deux choses. C'est que personne ne va vous sauver. Personne ne va vous apporter toutes les clés, toutes les solutions. Exactement. Et de la même manière, j'ai oublié mon idée. Oui, et donc en fait, c'est ça qui fait que les autres ne peuvent pas vous porter. Et quand vous attendez que l'autre vous sauve et que vous voulez faire porter votre souffrance par les autres, c'est ça qui les éloigne. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire effectivement les amis, même des amis proches, au bout d'un moment, ils peuvent pas parce que c'est pas leur rôle et puis parce qu'ils sont pas outillés aussi. Il faudrait être extrêmement outillé. C'est pas sympa en plus. C'est pas sympa, franchement, vibrer avec quelqu'un qui est toujours mal, toujours triste, toujours fatigué, qui arrive jamais à rien alors qu'il a le potentiel. C'est épuisant, la lourdeur énergétique, quand on sait qu'en fait on peut faire des milliards de choses quand tout va bien, parce qu'on a décidé que tout allait bien. Le corps, il a une capacité extraordinaire. Le corps, j'entends physique et émotionnel, c'est une source inépuisable, vous le nourrissez comme ça. Et je pense qu'en fait, en se retrouvant un peu seul, où les gens se détachent, même s'ils sont présents et ils vous lâcheront jamais, vous n'avez pas le choix que de vous confronter, de vous regarder dans le miroir, de voir que c'est vous, votre ennemi. Au bout d'un moment, si le problème, c'est plus les autres, ça peut être que soi. Ouais. Voilà. T'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Et c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis c'est la vie qui fait avancer, c'est la vie qui va réparer. Et tout le monde est résilient. C'est juste quand est-ce qu'il décide d'être résilient ? Quand est-ce qu'il accepte ? J'ai eu un accident il y a 15 ans, je m'installe en libéral, je viens d'avoir mon diplôme. Accident de vélo, je tombe sur les dents et là, mes dents sont toujours là. Et je me dis à ce moment-là, fait chier, encore une emmerde dans ma vie, j'avais pas besoin de ça, juste en m'installant 3 jours après dans mon nouveau cabinet.
Et en fait, moi je me suis dit, putain, t'es chiante, Élise. T'es chiante toujours à te plaindre. Tu vas arrêter de te plaindre. T'aurais pu te prendre toutes les bagnoles. T'aurais pu être tétraplégique. Tu es debout. Et j'ai encore mes dents. Donc c'est plutôt pas mal. Et je crois que ce jour-là, pour moi, ça a été le début de ma résilience. C'est-à-dire arrêter de me plaindre de ce qui m'arrivait. Mais il m'aura fallu quand même un accident. Un accident sur route assez conséquent où finalement j'ai été préservée. Ouais, ça c'est clé ce que vous dites. C'est le moment où vous arrêtez de vous plaindre. Peut-être que c'est là le moment qui déclenche la résilience. C'est le moment où on arrête de se plaindre, où on comprend que dans tous les cas, ce qui est, il faut l'accepter, vivre avec, en faire quelque chose, et puis être dans l'action plutôt que dans le... parce que peut-être la maturité émotionnelle, là aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de notre vie qu'on passe à essayer d'atteindre une forme d'idéal ou de comment on voudrait que la vie soit. Or, la vie, elle sera jamais comme on veut qu'elle. Et oui, c'est pas un rêve. Comme on la rêve, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas un rêve, on la vit. Et alors, du coup, je reviens au point de départ qui était le soin, comment on gère les traumas, comment on soigne les traumas. Je vois deux limites. Alors, du coup, effectivement, une première limite qu'on vient d'évoquer, qui est la limite de la maturité émotionnelle. Et puis, la seconde, c'est est-ce qu'il y a un sujet d'éducation, enfin, est-ce que c'est les deux limites, c'est-à-dire l'éducation et la maturité émotionnelle, la maturité on pourrait dire même psychologique, et je prolonge ma question, et est-ce qu'un autre sujet, est-ce que ça pose pas question aujourd'hui, finalement la psychanalyse est très décriée, même la psychologie est très peu accompagnée, c'est-à-dire, on voit qu'aujourd'hui les gens qui sont résilients arrivent à se soigner, arrivent à trouver des solutions. Qu'on parle de douleurs physiques, qu'on parle de maladies ou qu'on parle de choses de la vie, de chemin de vie, est-ce qu'on ne devrait pas axer aujourd'hui finalement l'investissement sur la maturité émotionnelle, sur l'accompagnement psychologique ? Je crois qu'on s'oriente selon ce que l'on est. Quelqu'un qui est cérébral va être sur du cérébral. Quelqu'un qui va avoir des mots physiques plus forts que le cérébral va aller chercher du physique. La vie, c'est l'équilibre de cet état à la fois cérébral et de cet état physique dans la vie. En fait, ça doit circuler entre la tête et les pieds pour avancer. La mentalisation excessive va créer un blocage. Être que dans le corps, si vous ne le prenez pas en main plus que ça, n'apporte rien non plus. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants qui arrivent sur le marché, de par les expériences des gens, de la vie, des familles, vont un peu plus accompagner le fait que la vie, c'est comme ça, qu'il y aura des moments où on va aller chez le psychologue ou chez le psychanalyste, puis il y a des moments où on va aller faire du tennis ou on va aller à la plage, qu'il y a des moments où ça va être normal d'avoir des coups difficiles, de les accepter, et des moments où on va être hyper haut, hyper bien, hyper créateur, novateur, performant. Je pense qu'aujourd'hui, on va recréer cet équilibre, là où on a voulu créer des sportifs de haut niveau, des gens intellectuellement hyper performants tout le temps, ce qui n'est pas la vie. En fait, on a créé une société où c'est pas compatible avec la vie, la notion de vie telle qu'elle doit l'être. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer ça, et donc les gens vont être plus accompagnés à ça. Donc, alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça, parce que ça, j'ai pas compris. En quoi on a déséquilibré ? Est-ce que vous voulez dire qu'on a poussé quelque chose d'extrêmement mental ? Oui, on a poussé trop dans le mental. On a poussé la société dans le mental. Sous prétexte de savoir, on est rentré trop dans le mental. Et on a oublié le reste. Ou alors on a été dans la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et la vie, c'est pas ça. Donc on remet de l'équilibre. On remet de l'équilibre. On remet du corps. Et on remet du sens à la vie. Oui, parce que le corps, c'est le vecteur des sensations. Oui. Et donc du ressenti. Et donc des émotions. Et de la perception, de 5 sens. Et l'intellectuel, c'est de la mentalisation, mais qui vous permet aussi d'anticiper, de projeter, d'avancer, d'avoir des projets. Et c'est l'ensemble des deux qui vous donne une harmonie. Et puis le corps, c'est aussi la base peut-être pour arbitrer ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire que quand on voit des phénomènes d'accumulation de richesse qui sont effectivement des phénomènes qui s'expliquent mentalement ou d'un point de vue mathématique, etc., mais qui n'ont pas de sens d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique, être milliardaire, ça n'a aucun intérêt, par exemple. C'est pour ça que la physique et la physique quantique a posé beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte qu'à un moment, on devait admettre que tout n'était pas aussi structuré. Et qu'on admet qu'il y a des choses qui... C'est la physique quantique. Ça a été admis, on va dire, récemment. Parce que voilà, on ouvre le champ des possibles. Alors, je parle de notre société ici, occidentale, parce que je pense qu'il y a plein de pays
qui fonctionnent pas comme ça, qui fonctionnent autrement et qui vivent beaucoup plus. On va partir plus loin avec le cosmos, avec la vie, avec la nature. On fait des allers et retours permanents entre la Terre et ce qu'on peut ressentir de la vie. On a le corps éthérique, c'est le corps concret, la matière. Vous avez le corps émotionnel, spirituel, le corps mental. Et cette vibration à la société, au monde, qui vous ramène aussi à la vie. C'est tout ça, en fait, la vie, c'est tous ces plans. Il y a d'autres sociétés où on a le sentiment qu'une autre forme de modernité est possible, et pas seulement la modernité que nous on connaît, où on sépare la civilisation de la nature. C'est-à-dire qu'en ville, aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas de nature, pas de végétation, que c'est un problème majeur. C'est pas le cas dans tous les pays. On s'est déconnecté, on s'est complètement déconnecté. Notre société, c'est pour ça que je dis occidentale, parce qu'il y a d'autres endroits où ils sont encore, on va dire protégés, mais indirectement protégés. Et vibre beaucoup plus avec les végétaux, les animaux, la mer. Oui, c'est le cosmos. C'est ce qu'on a grossièrement, c'est ce qu'on va appeler au niveau spirituel le cosmos. Et on doit vibrer avec le cosmos. L'être humain, nous, on l'a travaillé de manière très égocentrée. L'homme est au centre de tout. C'était qui? C'était Galilée, je ne sais plus qui c'était. Bref. Et en fait, on vibre avec l'univers, la terre, la nature. Et on doit s'intégrer à elle et pas lui prendre à longueur de temps. Et puis même notre galaxie n'est pas au centre de l'univers. Ah oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on vit, c'est ça. C'est d'avoir trop centré tout sur nous et pas avoir accepté que tous ces éléments extérieurs qui faisaient partie de la vie, qu'on a transformés, fassent partie intégrante de nos vies. Ouais, c'est un des grands sujets de philosophie, c'est-à-dire est-ce que l'homme cherche à dominer la nature ou est-ce qu'il cherche à vivre on l'a dominé. Je pense que la révolution industrielle, la révolution du savoir, de la science, a eu quelque chose de très important dans l'avancée des sciences et de notre confort de vie. Mais à côté de ça, on est allé dans l'extrême. Et il y a ce problème. On domine le monde et la nature et on le détruit. On détruit de tous les côtés. Et c'est comme ça qu'on détruit notre santé. Hein. C'est tout cet ensemble. Hein. Et puis même au-delà de ça, parce qu'il y a un gros sujet évidemment d'écologie, etc. Mais le fait de complètement dominer la nature fait qu'au bout d'un moment, on commence à se demander si on vit vraiment. Puisque si on vit complètement coupé de la nature, ce qui se passe dans des cas extrêmes, je pense à Hong Kong où il y a des toutes petites habitations, où on est coupé de la lumière, on est coupé de la végétation, etc. Est-ce que c'est réellement vivre que de ne pas avoir la lumière, de ne pas avoir d'espace Là, on répond à la réponse spirituelle que l'homme est libre, mais il ne vit pas. Émotionnellement, soit il est très fort et effectivement, il va se dire qu'il vit, mais physiquement, au quotidien, non, il ne vit pas, il est esclave. Il n'est pas heureux, il n'a pas ce dont il a besoin pour vivre, pour se nourrir intellectuellement. Il subit la toute-puissance, la volonté de l'être humain de performance, de croissance. On a créé une société d'hyper-croissance qui ne correspond pas à notre société. Hein. Et puissance aussi, parce que dans la domination, il y a la puissance. Or, dans la nature, il y a l'acceptation. Et justement, je reviens sur le trauma. Pour dépasser les traumas, il faut être déjà dans l'acceptation de ce qu'est la vie. Et le fait de vivre dans la nature, ça c'est largement plus favorable. Oui, c'est pour ça que le soin est compliqué en fait. Le soin est compliqué parce qu'il comprend tout ce qu'on vient d'exploiter. C'est l'être humain de manière très large, très globale, la place de l'être humain dans le monde, l'acceptation qu'une maladie n'est pas en fait une gravité, ça fait partie de la vie. Qu'aujourd'hui, justement, la science nous a permis de traiter au moins le mal, parce que le mal physique, c'est difficile. La souffrance émotionnelle, elle se traite différemment, mais elle peut être accompagnée. Mais c'est pas juste le guérir. En fait, c'est pas ça. Normalement, chaque événement, qu'il soit physique ou autre, est fait pour nous faire comprendre quelque chose à la vie. Qu'est-ce qu'on apprend de la vie ? Et ça, je crois qu'on l'a perdu. Oui, d'ailleurs, il y a peut-être un switch qui est en train de se passer quand même dans la médecine moderne. C'est-à-dire que de plus en plus, la médecine de pointe travaille à rallonger un peu le temps de vie, mais surtout à rajouter le temps qualitatif de vie. C'est-à-dire, on sait qu'on va peut-être pouvoir à grande échelle vivre jusqu'à 120 ans, mais surtout, l'enjeu, c'est de vivre jusqu'à 120 ans avec des articulations qui fonctionnent, etc., etc. Donc la médecine est quand même, alors on parle de la médecine de pointe et au niveau de la recherche, etc., pas encore de la médecine qui est pratiquée,
Mais elle est en train de prendre quand même cette direction-là. Ça, c'est plutôt positif. Je vais vous choquer, hein, mais la médecine est une grande secte, hein, par sa toute-puissance et cette volonté de faire perdurer la vie ad vitam aeternam. Or, la vie, c'est un cycle, c'est-à-dire que ça doit s'éteindre pour laisser la place aux autres, pour laisser la vie aux générations qui arrivent, pour laisser de la croissance. Je ne connais pas beaucoup de soignants qui veulent rester en vie jusqu'à 120 ans, bizarrement, quand ils voient les patients, quand ils voient les malades, quand ils voient... Je ne connais pas beaucoup, hein. Ils sont prêts à vivre 75, 77, 80. Après, quand arrivent toutes les maladies, ils disent non, c'est pas... Voilà, ça ne plaît pas. On revient au sujet qui est le trauma, c'est-à-dire est-ce que, tout à l'heure je vous demandais, enfin vous l'avez dit d'ailleurs avant que je le demande, mais le corps ça a été votre matière pour vous connaître, pour travailler, et alors comment vous en êtes venu là, c'est-à-dire est-ce que vos propres traumas et les traumas du corps font que vous avez une connaissance empirique du corps, des traumas, et donc intuitivement tout de suite vous avez su que c'est la matière que vous aviez envie de travailler, ou ça a été une chance de tomber là-dessus? Alors j'aurais préféré être en bonne santé, hein, parce qu'à partir de 13 ans, pas pouvoir marcher, c'est la merde. Mais, alors je sais pas, dans ma famille, on est tous partis dans la santé, donc je pense qu'il y a un truc familial là-dedans. Mes cousines, ma sœur, on est tous médecins, dentistes, infirmiers, kinés, on est tous partis dans la santé. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui est inhérent à nos familles. Alors moi c'était très simple, je voulais être dans la santé, pas faire trop d'études, toucher le patient et pas lui filer des médocs, et être en libéral et pouvoir écouter de la musique. Alors j'étais très pragmatique, kiné ça marchait bien. Voilà, c'était pas mal, hein. Et comme j'avais des problèmes physiques, effectivement, je connaissais pas ostéo à l'époque, on en parlait très peu, voire ça n'existait pas, c'était assez caché. Kiné répondait vraiment à mes besoins personnels et à la volonté de découvrir le corps. Je lis des bouquins d'anatomie Vous êtes facilement. obsédé d'anatomie? Non, je suis pas obsédée, j'adore ça. Mais obsessionnel d'anatomie, alors j'ai le droit de dire ça? Non, pas obsessionnel. Je trouve ça fascinant. Ouais, fasciné, voilà. Vous Ça êtes me fasciné fascine. d'anatomie. J'ai plus du mal à m'évader dans un livre autre qu'un bouquin d'anatomie. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose pour moi qui est fascinant dans la manière dont le corps est fait, dont les articulations sont faites, quand on prend le détail, mais comment ça a pu se construire. C'est impressionnant, tous ces mouvements annexes de glissement, de machin, de roulement, d'adaptation pour pouvoir juste lever le bras. Il y a un truc un peu mystique ou mystérieux du fonctionnement du corps de chacun et des dysfonctionnements du corps de chacun. Et est-ce que c'est là aussi où ce que vous avez vécu, ça vous sert de boussole d'une certaine manière parce qu'il y a une connaissance du coup, plus on a souffert d'une certaine manière, et ça marche pour tous les métiers, c'est-à-dire plus on a souffert et plus on a une connaissance empirique de la souffrance et de ce qui marche et de ce qui marche pas, et plus ensuite on peut utiliser cette boussole pour faire des choix thérapeutiques. C'est sûr que mes problèmes m'ont beaucoup aidé. C'est ce qui a fait que j'ai été perfectionniste dans mes connaissances, c'est ce qui a fait que mon ressenti était plus à l'écoute que quelqu'un qui me dit j'ai mal au bras, quel type de douleur, quoi, qu'est-ce, comment. Oui, mes problèmes ont permis d'avoir une connaissance empirique et une passion face à ça. Et est-ce qu'il y a un phénomène très psychologie de comptoir, mais est-ce qu'il y a un phénomène de je répare les autres pour me réparer, ou je répare chez les autres ce qui a d'abord été cassé chez moi? Ouais, clairement. Oui. C'est comme ça qu'on commence. Hein. Ah, donc c'est comme ça que vous avez commencé, mais c'est plus le cas aujourd'hui? Plus du tout. Ah, donc là vous êtes vraiment bien en fait. Hein? Là vous êtes vraiment bien en fait. Ouais, je suis bien. Ah ouais. Et en fait, ce qui a fait que j'ai été bien, vous savez, c'est quoi? C'est l'arrêt de la kiné. Mais pas parce que j'ai adoré mon métier de kiné. Hein. Je l'ai voulu, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête avec le Covid, avec les problèmes qu'on a dans la santé avec la sécurité sociale que les gens ne savent pas, qui a fait que je me suis détachée de mon statut de soignant absolu. Il s'est passé un truc assez fort et je me suis dit tant pis pour les malades. Et quand j'ai dit tant pis pour les malades, bizarrement j'ai été mieux. C'est très bizarre. Et bizarrement je me suis réparé quelque chose. Je sais pas quoi, comment, qu'est-ce. Du coup, ce que vous avez réparé, c'est que maintenant, à partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous l'avez dit, vous avez commencé à vous réparer pour vous-même en fait. Quand j'ai arrêté la kiné, j'ai été mal pendant 6 mois. Je n'étais pas bien tous les matins, c'était pas financier, c'était... Mais pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour que mon métier numéro 1 patient devienne plus une passion? Qu'est-ce qui s'est passé dans la santé pour que ça aille aussi mal pour les soignants? Et
Et Passion, qu'est-ce qui passion, fait que moi passion je en suis... latin, ça veut dire souffrance. Hein Passion en latin, ça veut dire souffrance. Donc le fait que ce soit plus une passion, c'est peut-être, je reviens sur ma théorie, mais c'est peut-être le fait que justement vous avez soigné pour vous guérir et qu'à partir du moment où vous avez été guéri, bah, la passion elle s'est éteinte. Non, Non. non, parce que je pensais continuer ce métier pendant des années. C'est le système de la santé qui a fait que j'ai dû arrêter et qui était difficile. Je rentrerai pas dans les détails de ce qui se passe dans la santé à l'heure actuelle pour les soignants. C'est pour ça qu'on n'a plus de gens qui s'installent en libéral ou ailleurs. Mais à un moment, vous pesez ce que votre métier peut vous apporter, les patients que vous apportent, parce que c'est très gratifiant. Est-ce que le système, d'un point de vue fiscal et autres, est en train de vous bloquer? Et quand à un moment, vous perdez plus que ce que vous ne gagnez, vous vous posez des questions. Mais la question de l'argent reste centrale. C'est, oui, mais humainement parlant, c'est pas pour l'argent que je fais ce métier, sinon j'aurais fait de la finance. Et en même temps, je ne peux pas me sentir écrasée par le poids de ce qu'on a mis aux soignants de toujours travailler et pas gagner leur vie. Et vous voyez, c'est un truc un peu bizarre. Oui, en même temps, je trouve qu'il y a un paradoxe avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que d'une certaine manière, il faut envisager la vie avec un peu plus de largeur, comme quelque chose, comme notre place dans le cosmos, etc. Si on prend un pas de côté, moi j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, ça tombait très bien parce que vous étiez arrivé aussi à ce stade de développement. Mais je pense que la vie est bien faite. Ouais, voilà, c'est ça. Et